Ce phénomène d'amnésie traumatique, on le connaît depuis assez peu de temps. Comment ça fonctionne? Comment la mémoire revient? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que c'est le corps qui parle avant la tête? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est fréquent? Oui, alors ce phénomène d'amnésie traumatique, il est connu dans le grand public depuis peu de temps, mais on le connaît, nous, bien entendu, depuis beaucoup plus longtemps. On l'a observé. Dans tous les traumas graves, on l'observe, pas seulement dans les traumas sexuels. Et on sait que, par exemple, pour les enfants victimes de violences sexuelles, c'est au moins 40% qui vont avoir une amnésie traumatique complète. Et plus ils sont jeunes, plus le risque est grand, plus les faits sont commis par un proche, plus le risque est grand aussi, et plus c'est un viol, plus le risque est grand. Donc ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est fréquent et c'est lié à des mécanismes de sauvegarde que le cerveau met en place pour éviter un stress extrême qui représenterait un risque vital. Donc l'état de choc fait que le cerveau disjoncte et déconnecte le circuit émotionnel et de la mémoire. Et du coup, ce n'est pas les personnes qui se protègent en oubliant, c'est le cerveau qui déconnecte les émotions. Les faits ne sont pas oubliés, ils sont là, présents, mais ils ne sont pas accessibles parce qu'ils sont dans un brouillard total. Ils sont non connectés en fait, avec les émotions. Et dans les cas qu'on connaît, qu'est-ce qui fait que la mémoire va revenir? Alors, le plus souvent, l'amnésie traumatique dure d'autant plus que la personne continue à être exposée à des violences, à l'agresseur, au contexte de l'agression ou à de nouvelles violences. Donc, le facteur qui permet le plus de sortir de l'amnésie traumatique, c'est la protection. C'est de protéger les enfants et le soin aussi, mais c'est essentiellement le point de départ, c'est la protection. Et aussitôt que les personnes sont protégées, sont de plus en plus éloignées en fait, du système agresseur, à ce moment-là, la mémoire revient, mais elle revient par l'intermédiaire d'un allumage de la mémoire traumatique qui est une mémoire très particulière qui est liée au trauma, qui va faire revivre à l'identique les événements. Et c'est un véritable cataclysme, en quelque sorte, avec un peu comme une torture, parce qu'on revit les pires moments, les mêmes émotions, la même terreur, le même dégoût. Ça, Sarah Abitbol le décrit très bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, du coup, les faits reviennent comme une machine à remonter le temps et très précis. C'est pour ça qu'aussi, quand on dit, oui, mais c'est trop long, si on met 30 ans, c'était l'argument après la majorité, ça va empêcher de pouvoir qualifier les faits. En fait, de toute façon, ils sont très peu qualifiés dès le départ, puisqu'il y a 74% de classement sans suite, justement par défaut de qualification. Oui, donc ça ne change rien. Donc ça ne change rien. Et puis, en fait, c'est faux, parce que plus on attend, plus les faits vont revenir grâce à cette mémoire traumatique, de façon très précise, avec si on analyse la mémoire traumatique, on le fait au niveau international, avec Denis Mukwege, pour pouvoir reconnaître les victimes de viols de guerre, etc. Ça permet de faire une analyse médico-légale qui peut corroborer les faits. Et puis, il y a de plus en plus de victimes qui parlent, en fait. Plus on attend, c'est ce qu'on voit, plus on attend, si on ne les dépiste pas, malheureusement pas avant, plus elles vont être nombreuses à parler, donc plus on aura d'éléments pour effectivement identifier ce qu'elles ont subi. Là, ce qui est très cruel dans la situation des enfants, c'est que toutes les conséquences psychotraumatiques qui sont des preuves des violences qu'elles ont subies vont être retournées contre les victimes comme des éléments entachant leur crédibilité. C'est-à-dire que, ou mettant en cause la qualification des crimes ou des agressions sexuelles. C'est le cas, par exemple, de la sidération, où le fait de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir pu se défendre va être reproché à la victime. La dissociation avec l'amnésie traumatique, où on va reprocher à la victime de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas être partie, de ne pas être... émettre des doutes même. Les dépressions à répétition, tous les troubles psychotraumatiques, les conduites addictives vont être reprochés à la victime en disant oui, mais elle a des troubles psychiatriques, donc elle n'est pas crédible. Enfin, c'est tous ces éléments-là. En plus, les victimes, 50% des victimes vont traverser des situations de grande vulnérabilité, de précarité. Donc, du coup, leur parole va être aussi moins crédible. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Oui, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui a fait qu'on ne s'est pas préoccupé du psychotrauma comme on aurait dû, et que là, nous, on réclame, et ça, vraiment, c'est très important, d'abord que ce soit reconnu comme un problème de santé publique majeur, ce que demande l'OMS, et on réclame aussi que les médecins soient formés dès le début de leurs études médicales, tous les médecins. On sait que, par exemple, en psychiatrie, 60 à 70% de la psychiatrie, c'est de la psychotraumatologie. Et que les psychiatres ne sont pas formés en psychotrauma. La plupart des psychiatres ne sont pas formés. Donc on est dans une situation folle
et qui entraîne une perte de chance épouvantable pour les victimes, parce qu'elles le disent quand on leur pose la question, les premiers professionnels auxquels elles veulent avoir recours, ce sont les médecins et les psychiatres, puisqu'elles sont très impactées, et que du coup, ils ne sont pas là. Quand, à la MIPROF, à la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences, on avait fait une étude justement auprès des étudiants en médecine en 3e et 4e cycle, qui montrait qu'ils étaient plus de 80% à n'avoir jamais entendu parler de prise en charge de victimes de violences ou de soins en psychotraumatologie.